annoncer notre événement de ce soir. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons l'entrée officielle de Mademoiselle Brenda, PDG des événementiels Brenda. Tout le monde applaudissement, mesdames et messieurs. Merci, mesdames et messieurs, honorables et distingués invités. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans cette salle mythique pour fêter 3 événements. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on vous présente quand même nos excuses. Parce que l'événement était prévu pour 19h30, 20h. Et nous avons largement dépassé le timing. Voilà pourquoi nous vous présentons toutes nos excuses. C'est des questions relativement indépendantes à notre volonté. Des questions de logistique. Ceci dit, nous allons donc aujourd'hui fêter 3 événements. Le premier événement, bien sûr, c'est la 3e édition des événementiels Brenda. Espace d'échange, espace de débat, de colloque, de transmission de compétences, transmission de savoir, tous les 3 types de savoir, hein, notamment le savoir-faire, le savoir-être et le savoir général. Et donc, c'est un espace qui réunit des experts pluridisciplinaires dans tous les domaines pour pouvoir justement transmettre leur savoir, leur expertise aux autres qui veulent rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes en train de fêter la 3e édition. Le deuxième événement que nous fêtons aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Brenda. J'ai dit mademoiselle, j'ai pas dit madame, je reste encore classique puisque l'Académie française aurait, d'après ce que j'ai compris, il y a plus de demoiselles normalement, c'est que des madames. Mais je reste là-dessus, spécialement pour dire que son cœur est à prendre. Elle est encore mademoiselle. Donc elle fête aujourd'hui son 38e anniversaire. Donc le 3e événement que nous fêtons aujourd'hui, figurez-vous, Mademoiselle Brenda ici présente, PDG bien sûr des événementiels Brenda, a commencé sa carrière il y a exactement 20 ans. En 1997, au Congo, elle a commencé dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Le domaine le plus infinitésimal, insignifiant presque, mais qu'elle a ramené au stade où elle se trouve aujourd'hui comme une PDG. Puisqu'elle a commencé dans la téléphonie mobile au Congo-Brazzaville, en train de vendre des unités téléphoniques à 1 euro, sinon des centimes. Et de là, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est passée par toutes les étapes de la vente des unités téléphoniques. De la vente des unités téléphoniques, elle est passée par la restauration, par l'humanitaire, par la grande distribution, par l'immobilier, par les habits, l'habillement, et ainsi de suite. Aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, milliardaire, grande dame d'affaires. Elle aime, souhaite toujours transmettre ses compétences, transmettre son expérience, transmettre tout son savoir, d'abord aux femmes, et bien sûr après bien sûr aux hommes, pour que nous puissions suivre son exemple. Et elle a toujours, elle a 2 grandes techniques qu'elle utilise.
La première technique, c'est l'autofinancement. Elle n'a jamais pris de crédit bancaire pour financer l'ensemble de ses investissements. C'est toujours l'autofinancement. Avec le peu qu'elle a, elle finance et avec les bénéfices dégagés, elle refinance pour augmenter la taille économique de ses affaires. Deuxième technique, elle a commencé par la vente à crédit. Parce que nous sommes en Afrique, elle a étudié un peu le marché africain, le pouvoir d'achat est ce qu'il est, nous le connaissons tous, et elle a priorisé la vente à crédit. Et les gens payent en fonction de leurs moyens quand ils ont de l'argent. Ce qui a fait qu'elle a eu du crédit. Elle a eu donc, elle s'est améliorée une très bonne image dans le domaine des affaires, ce qui fait qu'elle a gagné beaucoup de marchés dans le domaine immobilier, dans le domaine vestimentaire, etc. etc. Donc, nous fêtons aujourd'hui 20 ans de carrière de mademoiselle Brenda. Sous votre applaudissement, mesdames et messieurs. La soirée d'aujourd'hui sera agrémentée sur le plan musical, bien sûr, par celui qu'on ne présente plus, expert dans le domaine, notre DJ B1. Elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'homme de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle a dit à son mari que c'est moi qui lui fais. Nous continuons à vous présenter vos serviteurs de ce soir. Nous avons celui qu'on ne présente plus pour la partie image, qui va donc enregistrer, qui va donc filmer, qui va donc cristalliser dans le marbre de l'histoire cet événement, la 3e édition, le 20e anniversaire également de la carrière professionnelle de mademoiselle Brenda ainsi que son 38e anniversaire. Gabi Badouana, c'est lui qui va enregistrer, c'est lui qui va nous faire le DVD et nous verrons sur tous les réseaux sociaux le fruit de son travail de professionnel. Le 3e serviteur de la soirée, c'est votre maître de cérémonie, M. Patrick. J'étais là à la 1re édition, à la 2e édition, et nous sommes là aujourd'hui, grâce à Dieu, à la 3e édition. M. Patrick, je suis docteur en économie, professeur des universités, et c'est moi qui sers. Mademoiselle Brenda est une amie, donc je lui rends ce service-là en animant ces soirées. Notre premier intervenant, c'est M. David Duchemin. M. David Duchemin, il est expert en marketing de réseau, auteur, coach et conférencier de renommée nationale. Et lui, il va intervenir sur une thématique bien précise. Ça sera donc l'entrepreneuriat en marketing de réseau. Nous lui accordons 15 minutes pour pouvoir nous transmettre le fruit de ses compétences. Bon. Bonsoir à tous. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Qui veut commencer avec la mauvaise nouvelle? Levez la main.
Qui veut commencer avec la bonne nouvelle? Levez la main. Il y a plus d'optimistes que de pessimistes, je crois. La mauvaise nouvelle, c'est que le buffet est fermé. Non, je rigole. La mauvaise nouvelle, c'est que le DJ, malheureusement, doit terminer à minuit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il adore, il est très influençable. Et si vous lui donnez de la bonne énergie, il va faire jusqu'à 6h du matin la soirée, je pense. Brenda m'a dit que ce soir, il va avoir des gens avec une énergie extraordinaire. Et on va faire quelque chose du coup extraordinaire parce que vous êtes des gens extraordinaires. Vous voulez bien ou pas? Ça va? Levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Détendez-vous. Bougez les bras, détendez-vous. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez l'énergie et expirez le stress, la fatigue. Et maintenant, on va faire quelque chose de spécial. Je vais vous demander de prendre 3 personnes dans les bras et de leur souhaiter de passer une excellente soirée. Prenez 3 personnes dans les bras et souhaitez-leur de passer une excellente soirée. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai passé 7 ans en prison. 7 ans en prison. Alors pas une prison comme tu penses. Une prison où les murs de la prison c'était la peur du regard des autres. C'était la peur du rejet. Une prison où les barreaux de la prison c'était la peur d'entreprendre. C'était la peur du succès. Et j'ai passé 7 ans en prison comme ça jusqu'à ce que je rencontre le marketing de réseau et je commence à développer mon activité. Et c'est ce qu'on voudrait vous présenter avec Brenda ce soir parce que vous avez la possibilité avec cette industrie, avec cette activité, avec ce métier, de créer votre propre entreprise de distribution sans stock, sans salariés et à l'international. Et vous pouvez aider de nombreuses personnes à faire un revenu complémentaire, un petit revenu ou un grand revenu complémentaire et contribuer ainsi avec ce type d'activité. Même si aujourd'hui j'ai le privilège, j'ai la chance d'être indépendant depuis 13 ans et de me lever le matin sans réveil à l'heure que je veux, de profiter de mes enfants et d'avoir exploré toutes les facettes de cette activité puisque j'ai été consultant pour des sociétés qui voulaient se mettre en mode de distribution, coach pour différents dirigeants et moi-même développeur de réseau sur le terrain dans différents pays. Même si voilà, j'ai pu écrire des livres et maintenant je suis payé, j'ai mon expertise dans ce métier. Ça n'a pas toujours été ainsi. Et l'humble vérité, c'est que lorsque j'ai démarré, c'était la catastrophe. Les gens changeaient de trottoir quand je leur parlais de marketing de réseau. Personne ne voulait acheter mon produit et personne ne voulait devenir distributeur avec moi. Alors, j'ai beaucoup de gratitude pour ce métier parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette industrie. Et le marketing de réseau, je voudrais vous transmettre un petit peu l'amour de ce métier. Le marketing de réseau, c'est quoi? C'est l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Et j'adore cette définition qui est d'un auteur américain, Robert Kiyosaki, qui lui a fait sa fortune dans l'immobilier, pas dans le marketing de réseau. L'école des affaires, pourquoi? Parce que ça vous apprend la différence entre travailler pour gagner de l'argent et travailler pour créer de la richesse en termes d'entreprise. Et moi, j'ai eu la chance de faire des études, une école de commerce, mais on m'a appris à être salarié, on m'a pas appris à être entrepreneur. Et avec le marketing de réseau, vous allez vous rendre compte que vous pouvez entreprendre à partir de rien, à partir d'une idée, et plus vous allez aider les autres, plus vous allez réussir. C'est ça qui est intéressant, et ça, en général, ce qui est génial, c'est que ça réconcilie les gens avec l'argent aussi. Parce que vous avez beaucoup de challenges avec l'argent. Oui ou non? Avec toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir sur le succès et l'argent. Et ça vous réconcilie avec le succès, avec l'argent. Pourquoi? Parce que plus vous aidez les gens à réussir, plus vous allez réussir. Et là, on est OK avec ça. Vous voyez? C'est une industrie qui fait 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde. C'est une industrie invisible,
Moi j'étais dans la grande distribution, on construisait des magasins, ça c'était visible. Quand vous construisez des réseaux, c'est invisible. Et 200 milliards de dollars, toutes sociétés confondues, quand vous comparez avec Hollywood, vous savez combien de chiffre d'affaires ça fait ou pas? L'industrie du cinéma à Hollywood, c'est 80 milliards de dollars. Le marketing de réseau, c'est bien au-dessus. Maintenant, la question, c'est combien de chiffre d'affaires l'industrie redistribue à ses distributeurs. Hollywood, quand vous allez voir un film au cinéma, est-ce que Steven Spielberg vous rembourse le ticket de cinéma quand vous avez amené des amis? Jamais. Jamais? Il garde l'argent, hein. Le marketing de réseau redistribue près de la moitié de son chiffre d'affaires à ses distributeurs. C'est un système où le client est entrepreneur. Je dis aussi souvent que c'est la franchise pour visionnaire ou la franchise du peuple, parce que, encore une fois, avec quelques centaines d'euros d'investissement, il n'y a pas plus puissant que le marketing de réseau pour commencer à créer votre propre entreprise de distribution sans stock, sans salariés. Alors, il y a trois grands facteurs économiques qui expliquent le succès de cette activité. D'abord, le premier, c'est que les jobs classiques ne sont plus sûrs. La véritable insécurité économique aujourd'hui, c'est d'avoir un job. Ça vous parle ou pas, ça? Aujourd'hui, quand vous avez un job, vous êtes sur un siège éjectable. Il y a quelques années en arrière, quand je parlais de marketing de réseau aux gens, les gens voulaient, oui, mais moi, ce que je veux, c'est quelque chose de sûr. Je veux un CDI. CDI. Pour des tas de raisons, les changements technologiques. Vous vous souvenez, il y a des gens aussi ici qui écoutaient la musique sur des 33 tours? Bien sûr. Ouais. 78 tours peut-être? On est passé au CD dans les années 80 en quelques années. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui. Et après on est passé du CD au MP3 encore beaucoup plus rapidement. Et maintenant les enfants ils écoutent plus la musique sur des CD ou quoi que ce soit, c'est tout dans le cloud. La technologie évolue tellement vite que les jobs changent. Les jobs sont, on parle de destruction des jobs. Hein. Donc ça c'est le premier phénomène qui explique le succès de cette industrie. 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Le deuxième élément qui explique le succès de cette industrie, c'est quoi? C'est les retraites. Vous savez tous qu'on est logé au même endroit. C'est qu'au plus tard, le jour où là notre retraite arrive, notre niveau de vie baisse. Oui ou non? Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et le pire, c'est que pour la France, c'est quel âge? C'est 62, 65 ans maintenant la retraite? Ça va passer à 68, ça va passer à 70 parce que l'espérance de vie augmente et le niveau des retraites que vous allez recevoir va diminuer de plus en plus. Les gens commencent à se rendre compte que c'est une vraie catastrophe et qu'il faut prendre les choses en main et faire quelque chose soi-même pour sa retraite. Parce que vous avez deux choix. Soit vous faites l'autruche et vous plantez la tête dans le sable et vous faites, on verra comment ça va se passer. Ou alors, vous commencez à mettre des choses en place pour maintenir, voire améliorer votre niveau de vie à l'âge de la retraite. Vous suivez ou pas? Ça, c'est les gens prennent conscience que c'est à eux maintenant de faire quelque chose pour leur retraite. C'est pour ça que le marketing de réseau attire de nombreuses personnes. Le troisième facteur qui explique le succès de cette industrie, c'est que tout le monde a les mêmes chances. Ça paraît idiot de dire ça, mais dans nos sociétés à l'heure actuelle, je pense que c'est super important. Moi j'habite en Allemagne et encore à la radio j'entendais que les femmes, pour le même emploi, les mêmes responsabilités, sont payées 26% moins cher. En France c'est pareil, c'est 20, 25, 30%. C'est juste ou pas ça? C'est juste. Il va se faire tuer. Mais c'est comme ça. En marketing de réseau, tout le monde a les mêmes chances. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'où vous venez, c'est une question de savoir ce que vous voulez faire. Quand vous prenez un job, on ne vous pose jamais la question de savoir jusqu'où vous voulez aller. Les gens sont plus habitués à dire qu'est-ce que tu veux. En marketing de réseau, c'est la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Ça paraît une question simple, mais elle est extrêmement difficile. Quand je pose la question aux gens en coaching, ils ne savent pas. Je veux plus d'argent. Ça veut dire quoi, je veux plus d'argent? Je te donne $10, tu as plus d'argent. Je veux plus. Ah oui, mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est les trois raisons qui expliquent le succès de cette industrie.
quand je vois des chefs d'entreprise, ils sont... le retour en général, lorsqu'on parle de marketing de réseau chef d'entreprise, c'est qu'ils disent voilà, c'est bien ce truc-là, mais j'ai pas le temps, c'est pas vraiment fait pour moi. Il y a deux facteurs que je donne à réfléchir à ce moment-là, parce que les chefs d'entreprise ont du mal à comprendre la différence entre avoir un job et avoir un business. Et moi, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui sont chefs d'entreprise, et je les provoque un petit peu en leur disant mais finalement, t'as pas une entreprise, t'as un job. Mais si, j'ai une entreprise, j'ai une SARL, j'ai tout, j'ai une entreprise. Non, t'as pas une entreprise, t'as un job. Pourquoi? Parce que quand tu n'es plus là à travailler, l'argent ne rentre pas. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui malheureusement sont dans ce schéma-là. Si je ne suis pas derrière mes gars, si je ne suis pas derrière mon téléphone ou quoi, l'argent ne rentre pas. Et c'est ça la différence que vous devez comprendre entre avoir un job et avoir un business. La plupart des chefs d'entreprise malheureusement se recréent un job à 80 heures ou plus la semaine. Le deuxième élément que je donne à réfléchir, c'est ne pas être un exécutant, mais un véritable entrepreneur. C'est-à-dire que les gens, dans leur entreprise, ne voient que leur service, ne voient que leur truc, au lieu de voir la relation qu'ils créent avec leurs clients et comment ils peuvent donner plus de valeur à leurs clients. Je me souviens j'avais un entrepreneur la semaine dernière avec moi au téléphone, et il était dans le business des crédits immobiliers. Il effaçait les intérêts des crédits immobiliers aux gens. C'est super ça comme business. Et moi qui ai une vie à chaque fois je vois comment ajouter de la valeur, c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi. Et je discute avec lui, je dis mais c'est génial, mais alors vous pouvez faire plein de choses avec ces gens-là. Parce qu'une fois que vous avez des clients à qui vous avez donné du pouvoir d'achat en plus sur leur intérêt des crédits immobiliers, vous pouvez les amener après à découvrir peut-être une activité comme le marketing de réseau pour gagner des revenus supplémentaires de façon passive, ou les amener à des produits d'investissement parce qu'ils sont intéressés par la partie finance. Et il avait complètement occulté cette partie-là. C'est un business supplémentaire. La dernière fois, j'ai discuté avec un assureur, pareil, il dit voilà, moi je m'occupe que de l'assurance, je fais que de l'assurance, je fais que de l'assurance. Et je lui parlais de ma société de marketing de réseau et des produits santé que nous avons. Il me dit regarde le cross-selling que tu peux faire. Tu amènes un produit santé qui va réparer les dégâts de l'ADN, réparer les cellules de l'intérieur, et tu peux facilement faire des opérations de marketing pour dire si vous prenez une assurance chez moi santé, vous avez une cure produit gratuite, etc. C'est comme ça que vous développez en tant qu'entrepreneur votre business de façon verticale et horizontale, et que vous amenez de la valeur à vos clients. Maintenant, comment démarrer en marketing de réseau? Le marketing de réseau, ce qui va être intéressant, c'est que ça va vous créer un revenu récurrent. Votre argent n'est plus malade, votre argent n'est plus en vacances quand vous êtes malade ou quand vous êtes en vacances. Ça change tout. Il y a 4 facteurs qui assurent le succès d'une activité, de toute activité d'ailleurs, quelle que soit l'activité que vous démarrez, il y a 4 facteurs pour assurer le succès de toute activité. Le premier facteur, c'est être sur un marché porteur. Parfois, on invente un produit, on est super content de son produit, sauf que le marché n'est pas porteur. Il faut un marché porteur. La majorité des entreprises de marketing de réseau, nous avec Jeunesse Globale, on est sur un marché, le marché de l'anti-âge, qui est un marché évidemment plus que porteur. Le bien-être, les gens dépensent de plus en plus pour leur bien-être. L'espérance de vie augmente dans tous les pays et les gens veulent vieillir de mieux en mieux. Donc c'est un marché porteur. Oui ou non? Oui. Le deuxième élément pour assurer le succès de toute activité, c'est avoir un produit qui se vend tout seul. Vous connaissez ça, hein? Avoir un produit qui se vend tout seul. J'adore ce produit chez Jeunesse Globale qui efface les rides en 2 minutes parce que les gens voient le résultat tout de suite. Et ça amène le bouche à oreille. Ça amène l'envie d'en parler. Et donc le produit qui se vend tout seul, qui parle tout seul. Il y a beaucoup de sociétés en marketing de réseau, malheureusement, qui transforment leurs distributeurs en vendeurs. Or, les gens n'aiment pas vendre, ils n'ont pas envie de vendre à leurs amis. Par contre, ils adorent partager un bon plan. Ils adorent partager quelque chose qui va faire la différence pour leurs amis. Vous suivez? Ça, c'est facile. Commencer à avoir un argumentaire de vente, ça c'est compliqué pour les gens. Donc il faut un produit qui se vend tout seul. Yes? Le troisième élément, c'est avoir un levier. Vous devez avoir un levier.
vaut mieux gagner 1% sur ce que font 100 personnes que gagner 100% sur ce que vous faites tout seul. Et je me souviens du club de tennis où j'avais l'habitude de jouer, où il n'y avait que des chaînes d'entreprise. Et ils parlent souvent, les questions c'est tout le temps les mêmes, et à chaque fois qu'ils me parlaient, c'était qu'est-ce que tu fais comme business? Ah bah moi je fais du marketing de réseau. Combien de stocks tu as? Bah j'ai 0 stock. Et combien de salariés tu as? Bah j'ai 0 salariés. Mais alors sur combien de pays tu travailles? Bah sur 40 pays. Ils avaient du mal à comprendre parce que c'était pas dans le schéma classique de business. Le levier, c'est hyper important pour développer vos revenus. Je compare souvent le marketing de réseau au casino. Quand vous jouez au casino, on dit tout le temps que c'est le casino qui gagne, que vous perdez. Oui ou non? Oui. Eh bien le marketing de réseau, c'est comme si vous jouez au casino et que vous gagnez tout le temps. C'est pas génial ça? Sauf que vous n'allez pas vous en rendre compte au départ. Au départ, vous jouez, et vous n'avez pas l'impression de gagner, parce que vous dépensez de l'argent. Et au fur et à mesure où vous continuez à jouer, plus vous êtes dans le match, plus vous jouez, plus l'argent rentre. Et c'est votre banquier qui va vous appeler pour vous dire « mais c'est bizarre, parce que le casino t'envoie des chèques de plus en plus importants tous les mois ». C'est ça. Quand vous développez votre activité, votre réseau sur le long terme, vous allez créer des revenus récurrents de plus en plus importants. Mais les gens ont tendance à démarrer un truc et arrêter au bout de 2 semaines. Là, ça ne marche pas. Là, il n'y a pas de miracle qui peut se faire. Le levier, vous avez besoin de temps pour créer du levier. Et ici, il y a peut-être une centaine de personnes. Aujourd'hui, on utilise un levier. Les plans marketing ont beaucoup évolué en marketing de réseau. Chez Jeunesse Globale, on utilise ce qu'on appelle un plan marketing hybride. J'utilise un mot technique. Pour vous donner une image, pour que vous compreniez, c'est vous profitez d'une mécanique, d'une énergie incroyable. Il y a une centaine de personnes, imaginons que toutes les personnes ici présentes étaient intéressées par devenir partenaires Jeunesse Globale, soit parce qu'elles veulent consommer les produits pour leur santé, soit parce qu'elles ont envie d'un revenu complémentaire, soit parce qu'elles ont envie de créer une entreprise de distribution. Imaginez la première personne qui s'inscrit et qui devient partenaire, et tous les autres suivent derrière, et bien cette première personne qui s'est inscrite va profiter des 100 autres qui vont être dans son réseau. Et tout le volume d'affaires qui sera fait, eh bien, la société payera un bonus à cette personne. Vous comprenez l'importance de cette dynamique d'équipe. Et après, vous allez me dire, oui, mais celui qui s'inscrit en dernier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui qui s'inscrit en dernier, il n'aura pas eu l'avantage d'avoir tout le monde dans son équipe, mais tous ceux qui sont rentrés au-dessus, qui vont se mettre eux-mêmes à recruter des clients ou des distributeurs, eh bien, il va profiter d'une partie de ces clients qui seront aussi dans son équipe. Vous comprenez? C'est comme ça que vous créez du levier. C'est comme ça que vous commencez à comprendre l'intérêt du revenu passif et que vous vous rendez compte que votre argent n'est plus malade quand vous êtes malade. Que votre argent n'est plus en vacances quand vous êtes en vacances. C'est ça le revenu passif. Alors, qui connaît Jeanne d'Arc? Vous connaissez Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, elle a 16 ans. Elle vit au 15e siècle. Vous vous souvenez pas? Elle s'occupe de son troupeau. Quand tout d'un coup Dieu lui parle, she's talking to God. Et Dieu lui dit, Jeanne, Dieu te parle. Jeanne, tu vas aller voir le roi de France. Tu vas aller lui demander de te donner une armée. Et tu conduiras cette armée à la victoire. Et tu goûteras l'anglais hors de France. Vous connaissez l'histoire? Et Jeanne va voir ses parents. Dieu m'a parlé. Il faut que tu me donnes le mulet et que j'aille voir le roi de France. Il va me donner une armée et je vais les foutre dehors, ces Anglais. Vous imaginez votre fille de 16 ans qui vient vous voir et vous dit ça, je suis en train de parler à Dieu. T'as pris quoi comme drogue? Et elle a la foi. Dieu lui parle, elle a la foi. Elle prend son mulet, elle va traverser toute la France et voir le roi de France. Le roi de France, à l'époque, il n'y avait pas Twitter et les médias sociaux. Mais le roi de France, c'est le roi de France. Il sait qu'elle va venir, Jeanne. Il sait qu'elle parle à Dieu. Et il se dit, putain, comment ça se fait que Dieu lui parle à elle au lieu qu'il devrait me parler à moi? C'est moi le roi de France. Et il se dit, mais bon, on ne sait jamais.
si jamais c'est la vérité qui parle à Dieu, il ne faut pas se mettre Dieu à dos quand même. Hein. Donc il se dit, ok, on va la laisser venir, la pucelle d'Orléans. Par contre, je vais la mettre, je vais me planquer dans la salle du trône et on va voir si vraiment elle parle à Dieu, on va voir si elle me reconnaît ou si elle ne me reconnaît pas. Et là, she's talking to God. Elle a la foi, elle a traversé toute la France, elle parle à Dieu, et elle arrive dans la salle du trône. Et là, stupeur et tremblement, elle rentre dans la salle, tout le monde la regarde, tout le monde est impressionné. C'est Jeanne, c'est celle qui parle à Dieu, Et elle rentre, elle voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle voit le type qui est sur la salle du trône, il y a des films d'ailleurs qui montrent la scène. Elle voit le type qui est sur la salle du trône, elle dit, c'est pas le roi, ça, il va me niquer, c'est pas le roi ça. Et elle se retourne dans la salle pour regarder où est le roi. Et elle le voit. Elle va directement vers le roi. La salle fait la place pour elle. Et elle se met à genoux et tombe à genoux vers le roi. Elle dit, Seigneur, Dieu m'a parlé, il m'a demandé d'aller vous voir, que vous me donniez une armée et je vais goûter les Anglais hors de France. Je vous redonnerai votre couronne et votre royaume. Le roi il est un peu gêné. Relève-toi ma petite. Et il y a un général qui est là et qui dit à Jeanne, aucun de mes soldats, aucun de mes généraux, aucun de mes chevaliers ne vous suivra sur le champ de bataille. Vous êtes une gonzesse, vous avez 16 ans, vous n'avez jamais aucune expérience. Personne ne vous suivra. Et Jeanne le regarde et lui dit, je ne me retournerai pas pour voir s'il me suit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme vous avez tous des rêves. Et la société fera tout pour vous tirer vers le bas. C'est à vous d'élever vos standards. Regardez vers vos rêves et ne vous retournez pas. Merci. Merci beaucoup. Sur son lit, et ça toutes les saisons. Fixe le mur comme on peut se rendre, reste à sa mère comme si elle avait raison. Appelle ça ma petite fille, c'est que tu fais ça, mon petit mal, et ça fait une papa. Prendre une décision, la vie c'est partir en médition, ça je ne veux pas. Attends, je ne serai pas piqué, j'enferme à la maison. On verra aller à la maison, c'est une comme il faut revenir à la maison. Elle est badabée. Merci, monsieur Duchemin. Nous étions en marketing de réseau. Après le marketing de réseau, nous vous avons dit que mademoiselle Brenda a totalisé aujourd'hui 20 ans de carrière professionnelle. Et dans les nombreuses formes de commerce que nous connaissons tous, notamment le commerce en ligne, il y en a plusieurs. Elle a pratiqué 2 à 3 types de commerce extrêmement importants, notamment le B2B classique. Elle a utilisé également le B2B, c'est le business to business, le B2C aussi, business to consumer, mais elle a utilisé aussi, elle a travaillé aussi avec le gouvernement, avec l'État. Elle a utilisé donc ce qu'on appelle en anglais le B2G. Et dans le domaine vestimentaire, elle a pu habiller l'ensemble des députés de la République du Congo, notamment donc de l'Assemblée nationale du Congo, et l'ensemble des sénateurs. Donc tous les beaux costards qu'ils avaient, les beaux habits qu'ils avaient là étaient livrés par Madame Brenda. Pour couronner donc ces 20 ans de carrière, quelqu'un a pensé à elle. Nous avons avec beaucoup de respect demandé à Monsieur Wacha de bien vouloir passer devant pour remettre à Mademoiselle Brenda un trophée pour couronner les 20 ans de carrière de Mademoiselle Brenda.
Donc je suis très heureux d'avoir ce grand honneur en fait de pouvoir distinguer de façon honorifique Madame Brenda Sandy-Bata que nous connaissons tous. Je sais que Monsieur Patrick Gabriel Dion parlera bien mieux que moi de cette femme qui a pour le mérite, notamment vu que c'est ses 38 ans aujourd'hui, d'avoir dès sa majorité lancé des entreprises et fait en sorte que les personnes puissent eux-mêmes être acteurs de mission et de mettre en place également à leur tour des entreprises. Je vous promets d'être très court parce que nous avons tous faim. Enfin, je crois. Hein. Vous avez faim? Ok. Donc on va être très très rapide. Et je vais donc appeler, je me permets d'appeler Madame Brenda Sandy-Bata à me rejoindre, s'il vous plaît. Donc Madame Brenda Sandy-Bata, c'est un grand honneur pour moi que de vous remettre en anglaise, International Entrepreneurship Trophy, en français le trophée de l'entrepreneuriat international pour 20 ans d'entrepreneuriat international. Bravo à vous. Un grand photographe international ici présent, Monsieur Hadi Konaté, que vous connaissez tous, je présume, photographe de chef d'État, de énormément de choses, qui m'a permis de connaître cette femme merveilleuse. Et je tiens à remercier également Madame Sandy-Bata de m'avoir fait l'honneur, moi, quelque part, de pouvoir lui remettre ce trophée. Merci à elle. Merci. Merci DJ B1, merci DJ Blay pour la prestation. Nous venons donc de suivre la remise du trophée qui couronne les 20 ans de carrière. Nous savons que sa carrière ne s'est pas encore arrêtée. Elle a encore 38 ans, donc elle a encore la vie devant elle. Elle est dans la puissance et dans la force de son âge, ce qui fait qu'elle va continuer. Nous allons faire appel donc à un deuxième intervenant, à un deuxième conférencier, qui s'appelle Monsieur Jean-Philippe Goutte. Il est PDG de l'entreprise Cap Energia et il va nous développer une thématique qui est basée sur la construction des écoles, des villes ou des villages
écologique, cette fois-ci en Afrique. Sous vos applaudissements, Monsieur Jean-Philippe Goutte. Bonsoir à toutes et à tous. Certains peut-être me connaissent. J'étais intervenu lors des deuxièmes rencontres et j'étais intervenu en parlant de conception écologique dans les villes. Il y a eu beaucoup de questions et Brenda m'a rappelé au mois de juillet pour dire que ça serait bien qu'on redéveloppe un petit peu le sujet. Et donc je vais vous parler aujourd'hui non pas des simples maisons écologiques, comme on en avait parlé la dernière fois, mais d'un concept global qu'on se propose de placer dans différents pays d'Afrique pour aider au développement. Alors peut-être avant de vous présenter tout ça, je vais d'abord vous présenter mon équipe. Lorsque je suis venu la dernière fois, nous étions 2, et aujourd'hui ça se développe. Donc j'ai Samuel Choukroun, qui est mon collaborateur au niveau de la gestion des dossiers en Afrique et qui est en même temps le responsable de Captenergia pour la France, puisque en France on commercialise des maisons écologiques. J'ai ensuite Wilfried Piquen qui est en charge de développer et de créer Captenergia au Congo-Brazzaville. Monsieur Serge Majot, qui est en charge de développer notre concept en Centrafrique et en même temps qui est un petit peu notre agent commercial à l'international. Monsieur Abba Touré, qui est notre consultant pour ouvrir le marché au Mali. Alors pourquoi je vous présente cette équipe? D'abord parce que je ne suis pas le seul à travailler, donc il est normal qu'il récolte aussi un petit peu les lauriers de tout ce qu'on fait. Et puis également pour vous montrer que les propos que j'avais tenus la dernière fois se réalisent, puisque plus on avance, plus on s'installe et plus on rentre un petit peu sur le marché africain. Alors pourquoi ça? En fait, il y a un côté philanthropique chez nous, et surtout un côté éthique. Vous savez que la planète est en grand danger. Grand danger, on parle souvent du réchauffement climatique, mais en fait le réchauffement climatique provoque beaucoup plus de choses. On a donc le réchauffement climatique, mais également toutes les catastrophes naturelles qui se provoquent à cause du réchauffement climatique. Vous avez suivi les derniers événements sur les îles des Antilles, et donc il faut agir très rapidement pour sauver notre planète. Et c'est ce qu'on se propose de faire pour les pays d'Afrique. Et on y rencontre évidemment des difficultés tout aussi importantes, puisque d'abord il faut savoir que l'Afrique est très impactée par le dérèglement climatique. Je vais vous donner les 8 impacts du changement qui a déjà touché l'Afrique. Le premier, c'est l'impact sur les régimes météorologiques, les inondations de plus en plus importantes et nombreuses, notamment dans le sud de l'Afrique, enfin dans l'Afrique plutôt centrale, et paradoxalement à ça, également la sécheresse, les sécheresses de plus en plus importantes et graves. Le deuxième impact qui a déjà touché l'Afrique, c'est l'impact sur l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau. Je ne vous ferai pas un dessin sur la qualité de l'eau, on sait que la planète est rentrée en stress hydrique, on sait que toutes les 7 minutes, une personne meurt sur la planète par manque d'accès à l'eau potable. On sait que sur ces personnes qui meurent par manque d'accès à l'eau potable, il y en a 25% qui sont des moins de 15 ans. À côté de ça, les ressources naturelles, pour l'Afrique par exemple, les glaciers qui sont sur le Kilimandjaro sont en train de fondre, et donc là encore c'est une problématique. Le troisième impact sur l'Afrique, c'est l'impact sur l'agriculture et l'alimentation, qui est aussi directement lié aux 2 premiers, puisque évidemment, dès lors que vous avez un changement météorologique, dès lors que vous avez un changement sur les ressources hydriques, vous avez automatiquement des problématiques de ressources également agricoles, puisque les terres sont de plus en plus arides. Le quatrième impact, c'est l'impact sur la santé humaine.
parce que tous ces dérèglements, ça joue aussi sur la santé, et ça joue, on a vu, sur la qualité de l'eau, donc automatiquement, une eau de mauvaise qualité draine beaucoup de maladies. Cinquième impact sur le logement, de plus en plus de logements sont détruits, pulvérisés par des ouragans, par des pluies torrentielles et autres. Nous avons ensuite l'impact sur les populations vulnérables, évidemment. Qui dit population vulnérable dit surtout les populations d'Afrique, et notamment, vous savez qu'il existe une liste qui a été mise en place par l'ONU, qu'on appelle la liste des PMA pour les pays les moins avancés. Et sur cette liste des PMA, il y a 48 pays, il y en a 70% qui sont des pays africains. On parlait tout à l'heure de mes collaborateurs, notamment Centrafrique. Centrafrique est considérée aujourd'hui comme le pays le plus pauvre du monde. Alors, je ne vous parle pas des richesses de sous-sol, je vous parle du pouvoir de vie d'un habitant centrafricain. Ensuite, impact sur la sécurité nationale. Si on doit se battre pour avoir le minimum d'eau nécessaire, etc., on provoque des guerres, on ne provoque pas des fêtes. Et enfin, impact sur les écosystèmes. Des races d'animaux qui disparaissent parce qu'on n'a plus les ressources nécessaires pour les faire vivre. Donc moi, par rapport à tout ça, j'ai souhaité agir. Alors, quelles sont les solutions finalement par rapport à ça? Tous nos grands penseurs, tous les dirigeants de tous les pays du monde se sont mis d'accord avec l'ONU. Ils ont décrété, c'était le 25 septembre 2015, c'est tout récent, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Alors qu'est-ce que c'est que les objectifs du développement durable? Ce sont des intentions pour qu'à l'horizon 2030 c'est très bientôt, pour qu'à l'horizon 2030 on ait atteint ces fameux objectifs qui sont au nombre de 17. Le premier étant de réduire la pauvreté ou de la faire même disparaître. Le deuxième étant de faire en sorte que la faim n'existe plus dans le monde. Le troisième, que tout le monde, tous les êtres sur Terre puissent avoir la santé. Quatrième, une éducation pour tous. Cinquième, l'égalité entre les sexes. Sixième, de l'eau potable et l'accès à l'eau potable pour tout le monde, et également un assainissement correct. Septième objectif, de l'énergie propre et à prix correct pour tous les peuples du monde. Huitième objectif, un travail décent et une formation professionnelle pour tout le monde. Le neuvième, des industries innovantes et du transfert de technologie. Dixième objectif, les inégalités qui doivent être réduites. On parle notamment des inégalités au niveau du niveau de vie. Onzième objectif, que les villes soient des villes dites durables. Alors qu'est-ce qu'on appelle le développement durable quand on parle de durable? En fait, c'est que les ressources nécessaires aujourd'hui pour la vie ne doivent pas entamer les ressources des générations futures. Aujourd'hui, en fait, on vit à crédit, c'est-à-dire qu'on est en train de consommer les ressources nécessaires pour la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Le deuxième objectif, c'est la consommation et la production responsable. Donc évitons de créer des entreprises ou évitons de produire des produits en trop grosse quantité quand ce n'est pas nécessaire. Le 13e objectif, des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, évidemment c'est quand même la base. Le 14e, c'est de protéger la mer. Le 15e, de protéger la vie terrestre, c'est-à-dire l'écosystème et l'environnement. Enfin, le 16e objectif, la paix, la justice et des institutions efficaces pour tout le monde. Et enfin, du partenariat pour la réalisation des objectifs, c'est-à-dire que les entreprises viennent en partenariat avec les peuples qui en ont besoin pour les aider à développer. Alors j'étais un petit peu long sur les objectifs, mais bon, vous voyez qu'il y a du boulot, et ça, c'est censé être réalisé en 2030. Donc nous, chez Capt Energia, qu'est-ce qu'on sait faire? On fabrique des maisons écologiques, donc des habitations qui sont très peu coûteuses en énergie, qui sont très bien isolées contre le chaud et contre le froid. On fabrique des systèmes de potabilisation de l'eau. On travaille sur les énergies renouvelables,
sur les économies d'énergie, sur le retraitement des déchets pour en faire de l'énergie, et enfin sur un assainissement écologique par un principe de roseau. Donc finalement, tous ces outils-là, tous ces produits et toutes les compétences qu'on englobe chez Cap Energia, ben, notre bureau d'études a conçu un produit, un concept plutôt, qui s'appelle Ecopoleis. Alors Ecopoleis, polis, la ville en ancien grec, éco pour écologique, et comme on n'avait pas le droit de le prendre parce que c'était déjà sur internet, on a appelé Ecopoleis, c'est-à-dire au pluriel. C'est Ecopolis au pluriel, et c'est tout à fait logique, puisque comme c'est un concept, c'est un modèle, si c'est un modèle, il est censé être reproductible. Donc qu'est-ce que c'est qu'Ecopoleis? C'est la proposition dans tous les pays d'un changement de paradigme total. On rase ce qu'on savait faire sur notre mode de vie et on essaie d'en créer un qui est nouveau et surtout qui permet aux gens de vivre en harmonie entre eux, avec la nature et de façon durable, c'est-à-dire en pensant aussi aux générations futures. Ecopoleis, c'est donc des lieux de vie à taille humaine, un quartier, un village, une ville, qui regroupe au grand maximum quelques milliers d'habitants, et surtout qui est une structure microéconomique. Outre le fait qu'il lui faut des logements, qu'il lui faut de l'assainissement, de l'eau, enfin tout ce dont on a besoin pour vivre, il faut aussi qu'une écopolis produise de l'économie, du développement économique et donc des entreprises, de la formation professionnelle et donc de l'emploi. Donc Ecopoleis, c'est aussi le fait qu'on doit être autonome en énergie. On ne doit pas, dans une écopolis, aller piocher de l'énergie ailleurs que chez nous. Une écopolis se doit être autonome dans la gestion et la potabilisation de son eau, le traitement de son eau. Une écopolis doit automatiquement aussi avoir de l'agriculture pour pouvoir permettre l'autonomie nourricière. Et à partir du moment où on a fait ça, on peut travailler sur le développement durable et sur les trois piliers que sont le social, l'environnemental et l'économique. Donc, plutôt que d'aller très loin dans les explications, alors vous voyez que j'ai ma petite tablette, on avait prévu de projeter une présentation sur le mur là-bas, puis bon, un petit problème technique fait que ça n'a pas été possible. Ceci dit, ceux qui seront intéressés par la présentation pourront nous la demander en laissant vos coordonnées, on vous l'enverra par mail dès qu'elle sera disponible à la diffusion. Donc, moi, à travers ce concept, j'ai commencé à travailler sur les pays d'Afrique. J'ai rencontré des gens qui sont intéressés pour chez eux, et vous voyez, les choses avancent aussi. Donc, je suis un petit peu en décalage avec ce qui s'est dit avant, avec la première intervention, qui était plutôt sur le fait de travailler sur le net, et puis d'une manière petite, mais les petits bouts faisant les grandes ficelles, comme on dit. Nous, on est plutôt sur des concepts très gros, et il y a un seul intérêt, il y a un seul inconvénient dans notre concept Ecopoleis, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision politique. Donc c'est très long à mettre en œuvre. Alors ça revient un petit peu sur les thèmes généraux de la soirée, puisque on est quand même là pour donner un exemple de ce qu'on vit en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. On est aussi là pour parler des expériences et surtout de comment on veut développer les choses. Donc en fait voilà, nous la difficulté qu'on a pu rencontrer, ça a été pendant bientôt 3-4 ans de prendre notre bâton de pèlerin et d'évangéliser le concept Ecopolis à travers la planète. Reste un problème, parce que c'est bien beau que tous les pays du monde se mettent d'accord sur des objectifs à atteindre pour sauver notre planète, éliminer la pauvreté, etc. Mais encore faut-il le financer. Donc, en réalité, dès lors qu'on travaille sur le développement durable et qu'on apporte des solutions pérennes, les systèmes de financement internationaux sont là. Et ils sont surtout là pour les pays d'Afrique, et ils sont d'autant plus là pour les pays membres les fameux pays membres de la liste des pays les moins avancés, puisque ceux-ci sont prioritaires au financement. Donc moi, l'appel que j'ai tendance à vouloir faire ce soir, c'est plutôt de dire, pour ceux qui veulent entreprendre dans leur pays, pensez aussi au domaine
du développement durable. C'est un marché porteur, c'est un marché d'avenir. Il va y avoir beaucoup de métiers créés dans le domaine, il va y avoir beaucoup d'emplois dans le domaine, et donc pour ceux qui veulent, qui cherchent un petit peu leur voie, intéressez-vous au maximum au développement durable, d'abord parce que ça sera intéressant pour vous, mais surtout parce que la planète en a besoin. Alors, si j'ai encore 2 minutes, j'aurais voulu qu'un de mes collaborateurs puisse intervenir pour vous donner peut-être son expérience du vécu, je sais pas, peut-être Wilfried. Allez Serge. Allez, sois pas timide. Non, je suis pas timide. Serge Majot, ouais. Voilà. Allez. Bon, ils sont timides, ils veulent pas. Tant pis, j'aurais bien voulu que vous ayez un retour d'expérience. Donc je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Nous échappe, tout dans la manière, même les bras.